Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. La reprise américaine est moins robuste qu'espéré. Ce sont les mots de Ben Bernanke, le président de la Fed. Il s'est exprimé à Jackson Hole, dans le Wyoming, aux États-Unis, où se retrouvent chaque année, à la même époque, banquiers centraux et économistes. Les investisseurs attendaient beaucoup de cette intervention. Alors, quel signal a donné le patron de la Fed? On en parle avec mon invité, Valérie Plagnol, directeur de recherche Crédit Suisse Banque Privée. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Valérie Plagnol, quelle est votre réaction après ce discours de Ben Bernanke? On en attendait beaucoup et puis finalement on se rend compte que les marchés réagissent assez peu. Quel est son message principal? Il faut bien le dire que le message principal, si vous en attendiez beaucoup, était franchement décevant. Et au cours de la semaine, je crois que ces attentes se sont clairement dégonflées. C'est pour ça que finalement la réaction du marché a été assez ténue par rapport à un discours dont on imaginait qu'il ne nous apprendrait pas grand-chose de nouveau et surtout ne nous dévoilerait pas beaucoup de pistes quant à une action supplémentaire que pourrait mener la Fed dans les semaines qui viennent. D'un assouplissement quantitatif de la politique monétaire de la Fed. Il en a été question. Il en a été question énormément. Un QE3. QE3, Quantitative Easing 3, effectivement, c'est un peu l'espoir des marchés, ou en tout cas de certains. Qui vise à relancer la machine américaine par la planche à billets, si on veut être simple. C'est exactement ça, puisque l'année dernière, à cette époque, M. Bernanke avait signalé et signifié au marché qu'il allait se lancer dans un nouveau programme d'achat de bons du Trésor américain pour un montant total qu'il a réalisé et qu'il a terminé au mois de juin de cette année, et ça, c'est de 600 milliards de dollars. Donc le deuxième plan d'assouplissement. Voilà. Donc pas de troisième plan d'assouplissement monétaire, ou peut-être remis en septembre. Il a l'air d'être assez vague. Alors, je crois que moi, ce qui m'a intéressé dans ce qui a été dit, c'est que d'abord, il est quand même le président d'une réserve fédérale qui comporte de nombreux gouverneurs et qu'il discute avec eux en priorité. Et certainement, il a fait allusion à la réunion du mois d'août. Il a prévu de faire une réunion sur 2 jours. Il a allongé la réunion du 20 septembre à 2 jours, 20 et 21 septembre, pour justement discuter des outils supplémentaires que la Fed pourrait mettre en œuvre pour, en quelque sorte, soutenir l'activité, mais il entend le faire au sein d'abord de son institution, et ça montre probablement qu'il y a quand même quelques divergences au sein des gouverneurs de la Fed, et elles se sont d'ailleurs exprimées. Le fameux comité des gouverneurs. Alors, quelle est la marge de manœuvre de la Réserve fédérale américaine, la politique monétaire aujourd'hui? Donc le taux reste proche de zéro, les taux d'intérêt. Quelle est la marge de manœuvre dans ce processus aujourd'hui? Alors, non seulement, cette marge de manœuvre, elle existe encore, et puis il l'a utilisée un peu plus, puisque en août dernier, elle n'a pas rien fait. Cette Fed, vous dites que les taux sont à zéro, ils le sont, et ils le sont pour 2 ans. Puisque la Fed, pour la première fois de son histoire, a dit qu'elle allait laisser ses taux directeurs au moins jusque mi-2013. Donc on est déjà dans un horizon de temps qu'on n'avait jamais connu pour donner cette espèce de visibilité au marché sur la politique monétaire. Il y a d'autres outils. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce qui pourrait être fait, mais clairement, il faut aussi qu'il y ait un accord sur le sens de l'utilisation de ces outils. Il faut qu'ils ne soient pas en contradiction avec les objectifs de politique monétaire de la Réserve fédérale. Il faut aussi qu'il y ait le sentiment qu'ils aient une certaine efficacité. Alors justement, quand on reprend la politique d'assouplissement de l'année dernière, Quantitative Easing 2, quel a été son impact? Ça a été un impact sur l'inflation, mais est-ce qu'il y a eu un impact sur la croissance américaine? Alors, ça, c'est la question difficile parce que, bien sûr, elle est très difficile à mesurer dans l'absolu, d'autant plus qu'on avait le sentiment que l'objectif initial de ce quantitative easing, en achetant notamment des bons du Trésor américain sur le marché secondaire, permettrait de faire baisser les rendements obligataires. Ça n'a pas tout à fait été le cas, ça a même été le contraire. Mais c'est vrai que le principe théorique derrière cette action consiste quand même à libérer de la liquidité, de la monnaie et assouplir quand même globalement les conditions de crédit. Ça a probablement aidé au rebond des marchés disons plus risqués, des actifs sur le marché actions, sur le marché des matières premières, et ça a créé effectivement les conditions d'une situation certainement qui permettait de lutter contre le risque de déflation, crainte véritablement présente dans tous les propos du gouverneur de la Fed. Et qui n'est plus une crainte aujourd'hui? Qu'il est moins.
qu'il est moins. On a aujourd'hui une inflation qui est certainement proche, et il le dit dans son discours, de ses objectifs, autour de 2%, objectif un peu implicite du côté de la Fed. Donc on reste dans cet ordre de grandeur, elle va revenir quelque part dans ces ranges-là, mais c'est vrai que c'est quand même une épée de Damoclès sur une économie dont il a aussi souligné qu'elle était fragile. Oui, il a dit donc que la reprise américaine était moins robuste qu'espéré. On a eu les chiffres il y a quelques heures, donc de la baisse pour le deuxième trimestre de la croissance à 1% aux États-Unis. Donc après la dégradation de Standard & Poor's sur la notation de la dette souveraine américaine, les indicateurs quand même d'économie réelle ne sont pas bons. Quel est votre scénario, Valérie Piagnol? Vous pensez-vous qu'il y aura un risque de double dip, comme on dit, un retour à la récession? Évidemment, nous tenons compte de ces révisions parce qu'il y a eu un double choc au début de l'été. Non seulement, effectivement, les chiffres du deuxième trimestre, dans leur première estimation, étaient assez décevants, mais en plus, la révision de la croissance au premier trimestre a été assez brutale et ça a participé du moment où le marché a un petit peu basculé dans cette inquiétude que l'on a vue. Il y a eu un réel retournement, là. Il y a eu un réel retournement et des marchés. Sur un certain nombre, un faisceau d'éléments sur lesquels on pourra revenir. Pour ce qui est de nos perspectives, nous constatons effectivement ce ralentissement. Il est clairement plus marqué que ce que nous attendions et nous avons révisé à la baisse nos prévisions de croissance dans ce sens, mais on écarte pour le moment le scénario de récession. On n'est pas tout à fait dans la situation qu'on avait vue en 2008 et malgré tout l'économie américaine a fait un certain nombre de progrès. On voit aussi que l'atténuation de la hausse des prix du pétrole est quand même un facteur favorable et dont on pense qu'elle va avoir un effet favorable sur la consommation dans les mois à venir. On voit aussi que les conditions de crédit qui avaient été épouvantables il y a 3 ans sont quand même en amélioration, même si, et c'est bien ça le fond de ce problème, c'est-à-dire la résorption de la crise immobilière est encore en cours et ça n'est pas terminé. On est dans une situation fragile certes, mais qui n'est pas aussi dramatique qu'elle n'a été. En tout cas, nous tenons compte de ce ralentissement, mais nous restons sur ce scénario. Ralentissement, mais pas double dip, c'est votre discours. C'est exact. Alors on a l'impression également que Ben Bernanke parlait un petit peu de la Banque Centrale Européenne, il avait l'air de dire que finalement c'est aussi à la Banque Centrale Européenne de prendre ses responsabilités. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'économistes aimeraient que la Banque Centrale Européenne soit plus active, fasse justement comme la Réserve fédérale américaine, donc soit plus active sur le comportement de son bilan. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut bien le dire, la Banque Centrale Européenne a fait beaucoup. On lui demande énormément, mais elle a fait beaucoup, et beaucoup dans le cadre de la crise de la dette souveraine européenne. Elle a été véritablement à la manœuvre. Alors, les objectifs de politique monétaire et les statuts de la Banque Centrale Européenne sont ce qu'ils sont. Depuis le début de la crise, elle a usé de tous les outils dont elle disposait de façon tout à fait innovante, proactive en achetant de la dette, et extraordinaire. Par exemple, espagnole, grecque. Et dans le cadre, effectivement, des dernières mesures qui ont été décidées lors de la réunion de la BCE, elle est allée encore un pas de plus dans ce qu'elle pouvait faire. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus, à votre avis? Elle fait beaucoup. Elle a aujourd'hui, en achetant et en venant prendre de la dette italienne et espagnole, elle signifie au marché qu'elle a les moyens de faire absolument ce qu'elle veut, quasiment. C'est-à-dire qu'elle a des moyens illimités dans ce contexte, et c'est un message peut-être qui n'est pas encore tout à fait compris, parce qu'on connaît aussi les réticences de la politique monétaire et les réticences, je dirais, de certains gouverneurs de la BCE. Elle n'est tout de même pas comparable à la Fed en ce qui concerne ses moyens. Elle est parfaitement comparable. C'est une banque, et je dirais même qu'elle est parfaitement indépendante et autonome dans cette décision, et elle l'a montré. Si, les pouvoirs de la Banque Centrale Européenne sont très étendus, et elle a montré qu'elle était capable d'en user tout à fait de façon appropriée. Et d'ailleurs, la réaction sur la dette et le niveau des taux d'intérêt servis sur la dette italienne et espagnole a véritablement baissé au lendemain de ces interventions. Alors, en tout cas, ils remontent, les taux grecs ont remonté cette semaine de manière, ils sont repartis à la hausse. Oui. La Finlande aurait passé un accord bilatéral avec la Grèce, c'est-à-dire elle renégocie les conditions de l'accord du 21 juillet, l'accord donc sur le deuxième plan de sauvetage de la Grèce. On a l'impression que c'est à nouveau, enfin qu'on est une sorte de cacophonie sans le savoir réellement. Quel est votre avis sur cette situation? Alors, la Finlande joue les troubles faits un petit peu. C'est vrai que sur la question de la résolution de la crise de la dette grecque proprement dite, on ne peut pas ne pas être inquiet, parce que avant même que le nouveau fonds et le nouveau
nouveau plan de soutien à la Grèce soit mis en place, effectivement, les difficultés réapparaissent et il semble qu'on ne puisse pas arriver au bout d'une situation et de stabiliser cette situation, tant d'abord du point de vue de l'effort qui est demandé à la Grèce et de la difficulté qu'a le pays à tenir les engagements qu'il a pris auprès du FMI, auprès de la Banque centrale européenne, auprès des autorités européennes pour converger donc dans son effort budgétaire en échange des prêts qui lui sont consentis. Et effectivement, il y a clairement une dissension politique au sein de l'Union monétaire européenne quant à finalement ce que l'on veut faire et jusqu'où on veut aller. Et là, on rentre dans la sphère et dans le domaine du politique, ce qui complique aussi la réalisation. Vous pensez que l'accord du 21 juillet, justement sur le second plan de sauvetage de la Grèce, pourrait être remis en question? Alors je crois que c'est difficile à dire à ce stade, et ce qui nous préoccupe, nous, dans ce stade-là, c'est véritablement la ratification notamment et de l'extension des pouvoirs et des capacités d'intervention du Fonds européen de stabilité monétaire. Aujourd'hui, on reste quand même en phase pour arriver à ce que les parlements nationaux véritablement valident cet accord sur cette partie-là très importante de l'accord et du soutien que représentera ce fonds de stabilité pour l'Europe. Et ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup Valérie Plagnol et merci à vous d'avoir suivi l'invité de l'économie. Restez avec nous sur France 24.